Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation et surtout pour pouvoir s'adresser à la société civile directement parce que c'est la société civile qui doit vraiment agir et pousser le gouvernement à qu'il y ait une réglementation, une régulation de ces sociétés militaires et des sécurités privées parce que sinon, ils ne le feront pas. Même avec les parlements qui sont contre les actions du gouvernement. Et je parle par exemple du Parlement des Royaume-Uni, qui en 2008-2009, la position a dit que depuis quelques années, que la Grande-Bretagne étudiait la réglementation, ils étaient déçus de qu'il vient avec une proposition d'autorégulation. Je parle du Parlement des États-Unis, où il y a eu des efforts en 2007, en 2007, 2008, 2009, 2010, de stopper l'externalisation des fonctions qui sont régaliennes. Et il n'a pas eu de succès. Je parle aussi de la Suisse, parce qu'il y a maintenant un mouvement pour une loi en 2011. Je ne sais pas si ça va se cristalliser et concrétiser, mais je me souviens qu'en 2005, quand j'ai été nommé comme expert au groupe de travail de l'ONU, il y avait cette proposition déjà. Il y avait cette proposition parce qu'il y avait eu un gros scandale en Irak, qu'il y avait une société militaire privée sud-africaine qui donnait la protection à un ambassadeur suisse à Bagdad. Et cette même société, c'est-à-dire les employés de cette société, pendant qu'ils étaient employés en Irak, ils avaient pris des vacances pour aller intenter un coup d'État en 2004 en Guinée équatoriale. Et il y avait comme ça des militaires, ex-militaires, qui étaient des mercenaires et qui avaient, avant, ils étaient des directeurs ou d'employés de ces sociétés militaires et de sécurité privée comme Executive Outcomes ou Sunlight. Donc, l'affaire, comme tu l'as dit, est sérieuse parce que ça pose pour les sociétés démocratiques un péril de plus en plus. Parce que des fonctions qui étaient régaliennes, qui étaient militaires, qui étaient la sécurité, qui étaient la défense du territoire, qui c'était l'armée et la police, et qui étaient liées à ces concepts de souveraineté. La souveraineté, qui c'était un concept qui n'était pas dans le Moyen-Âge, dans les temps des mercenaires, mais c'est un concept qui a été créé au XVIIIe siècle et qui a évolué en Europe et qui s'est cristallisé, qui s'est fortifié dernièrement avec les démocraties et avec les Nations Unies. Les Nations Unies, c'est une organisation de 192 États qui sont souverains. Pour être souverain, il faut vraiment qu'il y ait des militaires qui défendent les territoires et de la police qui s'occupe de la loi et du régime intérieur. Si ces fonctions sont données à des privés, on est en train d'affaiblir les systèmes démocratiques. Et ça se fait de plus en plus, pas seulement pour donner à des groupes armés ou des petites armées comme il y a un peu partout, en Irak, et maintenant, si vous avez lu les journaux dernièrement dans les Émirats unis, dans les Émirats arabes unis, il s'est formé une nouvelle entreprise formée par les ex-fondateurs de Blackwater qui a émigré des États-Unis parce qu'ils avaient des problèmes avec la justice et qui, dans les Émirats arabes unis, est en train d'importer de tout le monde, mais surtout des Colombiens et des Sud-Américains, des ex-militaires pour former une armée privée qui va défendre les positions surtout du prince héritier de ces pays et surtout qui peut être employé
contre des mouvements pro-démocratiques dans ces États. Ça, c'est, je cite de mémoire, mais c'est un article qui est apparu dans le New York Times et qui a été partout dans le monde. Et comme ça, il y a aussi cet article, cette information qui a été reprise par la France, par toutes les télévisions françaises et tous les journaux, Le Monde, etc., de cette entreprise qui s'appelle, Secopex. Secopex est une entreprise qui a été créée en Carcassonne et était formée par des anciens militaires et par un ancien sous-officier de la Direction générale de la sécurité extérieure. Ils étaient en train, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire en Libye, et le directeur a été tué à Benghazi parce qu'il croyait qu'il était un espion, etc., etc. Mais comme cette entreprise, il y en a d'autres. On a des informations qu'il y a des entreprises espagnoles qui auraient, parce qu'il faut parler au conditionnel, qui auraient des entreprises aussi israéliennes qui sont en train de contracter pour un côté ou pour l'autre des militaires qui sont finalement des mercenaires. Donc c'est un problème énorme pour les démocraties, mais aussi pour l'impact qu'il y a sur les droits de l'homme. Et c'est pour ça que le Conseil des droits de l'homme a créé un groupe pour qu'il s'occupe de cette question. Quel est l'impact qu'ont ces sociétés militaires et de sécurité privée sur les droits de l'homme? Et l'impact est une série de droits de l'homme énormes, pas seulement dans la population civile, parce que ces employés, ils sont armés, bien armés, mieux armés que les militaires, et qui n'ont pas la discipline des militaires. Ils travaillent sans aucun ordre et sous aucun commandement. Les seuls qui commandent, c'est les investisseurs des sociétés privées. Et ces sociétés privées, comme il l'a très bien dit, elles sont elles se cotisent en bourse. Et si vous voulez vraiment faire de l'argent, investissez dans ces sociétés parce qu'elles sont toujours en train de monter. Il y a même une société que je ne nommerai pas, qui s'appelle DynCorp, qui a fait son argent en Colombie et qui maintenant est poursuivi aux États-Unis par les Équatoriens et par les Colombiens, par la population, parce qu'ils déversaient des herbicides pour la lutte anti-narcotique à la frontière de l'Équateur et de la Colombie. Et ces populations, ils ont présenté un litige qui est dans les cours, dans les tribunaux américains, et qui, dans les rapports annuels, se permet de dire, écoutez, oui, on a quelques litiges qui sont dans les tribunaux, mais ne vous en faites pas, parce que le département d'État, il prend en charge tous les frais jusqu'à maintenant. Et il n'y a pas de raison pour que vous ne investissez pas encore dans notre entreprise. Et vous voyez qu'ils sont en train de gagner tous les ans. Donc, c'est très important, l'impact aussi sur les droits de l'homme. Le premier impact qu'ils ont, c'est sur le droit à la vie, qui est un droit fondamental. Il y a eu des tueries, pas une seule tuerie, mais la tuerie qui a déclenché surtout un peu de conscience internationale, c'est la tuerie de 2007 par Blackwater à Bagdad, où il y a eu 17 civils qui ont été tués, des femmes, des enfants, mais plus de 25 autres personnes étaient blessées. Et c'est sûrement parce qu'ils se sont sentis pressionnés par la foule, ils ont eu peur et ils ont commencé à tirer. Mais pas seulement à tirer, à droite et à gauche, ils ont appelé des hélicoptères et ils tiraient à la foule depuis les hélicoptères. Et encore, 2011, il n'y a aucun de ces employés qui ont été sanctionnés. Donc il y a
un vide juridique. Nous disons qu'il y a un vide juridique, il y a des normes internationales, mais ils ont trouvé le vide juridique. Et les droits à la vie, mais aussi les droits à ne pas être torturés. En Abu Ghraib, les gens ont été torturés, les prisonniers étaient torturés, pas seulement par les militaires, mais par ces employés des entreprises privées. Je viens de recevoir une lettre d'une de ces entreprises privées qui me dit de ne pas la mentionner dans mes rapports, etc., et que sinon ils vont me poursuivre ou prendre des sanctions. C'est pas la première. Pas seulement ça, même des détentions arbitraires aussi, des tortures, des détentions arbitraires. Ils ont été impliqués dans ce qu'on appelle les rendition flights de la CIA. Ils ont été impliqués dans la construction de ces rendition flights, d'amener des gens d'un État à l'autre, d'un pays à l'autre, pour les mettre dans des prisons, dans ce qu'on appelle des trous noirs, là, où il n'y avait pas aucun droit à rien. Mais aussi, pas seulement pour la population civile, mais pour les mêmes employés. Les mêmes employés, ils sont pas, ces droits ne sont pas garantis. Je ne sais pas si vous vous souvenez de 2004, un incident qui était capital pour la tournure qu'il y a eu dans la guerre d'Irak. C'est l'incident de Fallujah. Fallujah, où il y avait 4 employés de Blackwater qui devaient escorter un convoi militaire. Et ils ont été pris à Fallujah par les insurgents. Ils les ont tués et ils les ont brûlés et ils les ont mis dans des ponts là. Toutes les photos, ils ont été par tout le monde. Bon. Ces 4 employés, qui étaient des ex-militaires, qui étaient vraiment avec une formation extraordinaire, ils n'avaient pas reçu des instructions concrètes ni des cartes par où aller. Ils ne savaient pas que c'était un terrain d'insurgés. Ils n'avaient pas reçu assez de protection. Et les familles de ces 4 ex-militaires, employés de Blackwater, ils ont porté plainte aux tribunaux américains. Mais ça, c'était parce qu'ils pour le lucre, pour les profits, ces entreprises ne mettent pas les garanties, ne donnent pas les garanties suffisantes à leurs mêmes employés. Et on a reçu des plaintes aussi, énormément de plaintes de ces employés quand on a fait des missions sur le terrain, des plaintes des Honduriens, des Chiliens, des Fidjiens, parce qu'ils sont employés par ces entreprises et il y a un système discriminatoire. Ils font le même travail que les Américains ou que les Anglais, mais ils sont payés au minimum parce que ce sont des multinationales qui vont chercher le maximum de profits. Les conditions d'hygiène ou les conditions sanitaires, il y en avait par exemple, il y en a un qui m'avait dit qu'il avait une jambe, il avait fêlé la cheville et il ne pouvait pas marcher. Alors on lui a donné, au lieu de l'amener chez le médecin, on lui a donné une béquille et on l'amenait à son poste de travail tous les jours en voiture. Parce que si, naturellement, il va chez un docteur, un médecin, il le met en congé de maladie, alors ils doivent engager une autre personne. Et ça, c'est comme ils veulent faire le maximum de profit, ils ne donnaient pas ces garanties, ils ne donnent même pas les services minimums à ces personnes. Ils vont de plus en plus chercher la main-d'œuvre, la meilleure marché. Ils ont commencé par les Américains et par les Britanniques, par les Européens de l'Ouest. Après, ils sont allés par les Européens de l'Est. Maintenant, après, ils sont allés vers les Latino-Américains.
les Népalais, les Fidjiens, les Philippins, etc. Et maintenant, c'est en Afrique, là. Maintenant, le maximum de ces employés, de ces sociétés privées, ce sont des Africains qui vont... Il y en a, je ne sais pas combien de Kenyans ou des Ougandais qui sont maintenant en Irak, parce qu'ils sont le meilleur marché. C'est le maximum. Alors, par exemple, en parlant tu m'as fait penser à une image. Louis XVI et sa famille à Versailles, quand il y a eu la Révolution française, ils étaient protégés par des mercenaires suisses. Maintenant, les présidents d'Afghanistan, les généraux américains en Irak et en Afghanistan, et beaucoup d'autres personnalités, ils sont protégés par les employés de ces sociétés militaires et de sécurité privées. Mais ils ne sont pas des mercenaires, parce que dans le système international, il y a un vide juridique qui ne permet pas de mettre la définition des mercenaires sur ces personnes. Ce serait, pour moi, je les vois comme de nouveaux corsaires, parce qu'ils ont, c'est des corsaires. La différence entre les corsaires et les pirates, c'est que les pirates, si on les attrapait, c'était des hors-la-loi, mais les corsaires, ils avaient droit presque aux conventions de Genève à ce moment-là, parce qu'ils ne pouvaient pas les tuer, et parce qu'ils avaient une lettre de corso qui avait été faite par les rois d'Angleterre ou les rois de France, et qui vraiment, c'était comme un combattant. Actuellement, ce serait un combattant. Alors, pour moi, ça, ces employés de ces sociétés militaires et de sécurité privée revient à peu près à cette notion des corsaires modernes, parce qu'ils ont des contrats qui sont légitimes. Ce sont des entreprises qui ont été créées légitimement, qui opèrent dans des pays démocratiques pour la plupart, et qui ont des contrats, non seulement des contrats des multinationales comme ça peut être British Petroleum ou Coca-Cola, mais du gouvernement même. Le Pentagone, c'est lui qui externalise et qui fait les contrats à ces sociétés militaires et de sécurité privée. Les départements d'État, tous les diplomates dans le monde, ils sont protégés par ces employés de ces compagnies privées. Bon, alors, quand on a commencé en 2005, notre groupe a été créé en 2005. C'est un groupe de 5 personnes, a été créé par le Conseil des droits de l'homme pour se pencher sur les mercenaires et sur les nouvelles formes de mercenariat. Alors, on a commencé à voir les problèmes que je vous ai décrits maintenant, et on a dit, bon, alors il faudra que, ou bien on défend ces fonctions-là, c'est-à-dire on les met hors la loi, ou bien on emplit la convention, parce qu'il y a une convention internationale sur les mercenaires, et que la définition s'adapte à cette nouvelle forme, cette nouvelle tendance des mercenariats. Et on a vu que c'était impossible, parce que la convention n'a pas été ratifiée que par 32 pays. La définition, c'est impossible de la bouger. Et avec cette définition, toutes ces sociétés militaires et de sécurité privées, ils s'en moquent bien de nous, parce que c'est impossible, on n'arrivera jamais à dire ça c'est un mercenaire. Peut-être on va arriver dans les cas, un cas ou deux cas, mais la majorité des cas, c'est impossible. Troisième chose, c'est que il n'y avait pas, on a vu qu'il n'y avait pas de réglementation au niveau national.
Et même s'il y a quelques initiatives au niveau national, il faut quelque chose qui soit au niveau international parce que c'est un problème international, c'est l'exportation des services militaires ailleurs. Et ce qu'on a vu aussi, c'était impossible d'aller contre-courant parce que c'est une industrie qui actuellement fait entre 100 milliards de dollars, 100 milliards de dollars ou 200 milliards de dollars, on ne sait même pas, et qu'il y a des intérêts énormes. Alors, ce qu'on a pensé, c'est que la meilleure chose, ce serait vraiment d'établir des normes qui soient obligatoires pour ces entreprises. C'est-à-dire que dire aux États, naturellement, ça, c'est les gouvernements et les États qui doivent élaborer une convention. Mais on a monté les cadres et on a fait un projet de convention qui va dans ce sens. Et ce qu'on a voulu dire aux États, c'est qu'il y a des choses, il y a des fonctions qui sont étatiques et qu'on ne peut pas privatiser. On ne peut pas privatiser, même dans un contexte de dérégulation comme il y a actuellement et de globalisation de l'économie. Il y a des fonctions qui sont vraiment inhérentes à l'État, qui vont avec la souveraineté de l'État et qu'on ne peut pas externaliser, qu'on ne peut pas privatiser. Et ces fonctions qu'on peut privatiser, parce qu'il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres qu'on peut privatiser, mais qu'on les régule, qu'on les réglemente et surtout qui est un monitoring en anglais, je ne sais pas comment on dit. Une surveillance qui est une surveillance nationale et internationale, pas seulement nationale, internationale aussi. Alors c'est dans cette direction qui va l'initiative que nous avons proposée au Conseil des droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme nous a suivis dans ce sens et il a adopté l'année dernière, en 2010, au mois d'octobre, a adopté une résolution par laquelle le Conseil a créé un groupe de travail intergouvernemental pour discuter de ces questions. Et ces questions vont commencer à être discutées la semaine prochaine. Il y a l'expectative du groupe occidental, parce que ce sont tous les États occidentaux qui sont contre cette initiative. Ils sont même contre notre groupe. Ils ne voulaient pas que se crée le groupe de travail sur les mercenariats, sur les mercenaires, et ils ont voté toujours contre. Mais ils sont toujours contre n'importe quelle initiative. Pourquoi? Parce que 70% de l'industrie est entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Et il y en a beaucoup d'autres pays, comme maintenant, moi, je dirais aussi la France, qui veulent entrer dans cet monopole anglo-saxon parce qu'ils voient qu'il y a énormément d'argent. Alors, on va voir la semaine prochaine qu'est-ce qui arrive dans les discussions, s'il y a la participation du groupe occidental, parce que s'il n'y a pas de participation du groupe occidental, alors le projet est presque mort. On a la majorité des États membres des Nations Unies et ils vont voter, ils vont essayer de réglementer, mais il faut que cette réglementation s'applique surtout dans les pays occidentaux, parce que c'est de là qu'ils partent ces sociétés militaires et de sécurité privée. Voilà, alors je crois que j'ai dit assez. Ça sera mieux de faire un dialogue et qu'il y ait des questions et surtout des observations. Voilà, mais merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé. Comme vous avez remarqué, M. Del Prado a beaucoup de choses à dire, mais nous sommes obligés de limiter les interventions justement pour vous permettre de poser vos questions. Profiter de la présence à la fois de M. Del Prado, à la fois de M. Tchetey, mais aussi de Christophe par rapport à la situation en Suisse. Donc, je vais vous passer la parole une fois que vous aurez entendu les deux exposés qui vont suivre.
Concernant la régulation des activités des sociétés transnationales de manière générale, il y a un débat à l'ONU pratiquement depuis 3-4 décennies. On dit est-ce qu'on va avoir un encadrement juridique contraignant ou on va se contenter des codes de conduite volontaires. Donc on est toujours à ce stade-là et même par rapport à une compagnie privée, militaire et puis de sécurité, on a exactement le même débat, comme M. Del Prado nous a expliqué, même s'il y a une particularité par rapport à ces compagnies.